Bonjour, bonjour à tous et merci de rester fidèles à KTV, la télé, la radio, mais également le live Facebook de KTV ce matin. Vous êtes nombreux à nous suivre. Merci de votre fidélité. On l'a annoncé depuis ce matin qu'elle serait avec nous sur ce plateau. Yasmina Aouni, bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Kamar. Bonjour également aux auditrices et aux auditeurs de KTV. Alors, Yasmina, on est avec vous. On a décidé ce matin, en tout cas dans cette reprise de la matinale, de briser le silence. Parce que nous avons vu récemment, en tout cas, beaucoup de femmes qui aujourd'hui vont peut-être essayer de sortir de ce silence. Ces femmes agressées, ces femmes tabassées, on va dire les mots, par leur conjoint, par leur mari ou même dans leur entourage. Et on a l'impression qu'à Mayotte, ça a toujours resté ce tabou de parler, de se confier ou de dire les choses ce qu'elles vivent, en tout cas le calvaire qu'elles vivent ces femmes. Et aujourd'hui, vous, personnellement, ça vous a touché? Oui, alors en premier lieu, je tiens d'abord à vous remercier, Kamar, pour l'invitation. Merci à KTV, parce que lorsqu'un média, effectivement, donne la parole pour traiter de ce genre de sujet, je pense que c'est déjà une avancée. Donc merci beaucoup de mettre ici en lumière ce problème à travers cette discussion que nous allons avoir dans la présente émission. Oui, ça touche des récits aussi glaçants, de viols incestueux et de violences et de viols conjugaux. Ce sont des récits particulièrement troublants, violents. Et effectivement, à Mayotte, ce sont des histoires qui sont souvent gardées, passées sous silence. Parce qu'on dit souvent aux femmes qu'elles doivent faire le nécessaire pour paraître les plus heureuses possibles, même quand elles ont les pires soucis qui soient au monde. Donc effectivement, la semaine dernière, nous avons eu des femmes particulièrement courageuses qui ont osé parler publiquement sur les réseaux sociaux notamment, mais pas seulement, et qui ont parlé de ces sujets tellement tabous. Et effectivement, c'est comme une perche tendue à toutes les femmes victimes de viols incestueux, de violences sexuelles, mais aussi de violences conjugales. Et je pense que quelque chose, bien sûr, s'est passé. Il y aura un avant et également un après. Désormais, ce sont les auteurs de ces crimes-là, parce qu'il faut appeler un chat, ce sont les auteurs de ce crime-là qui vont devoir se cacher, qui vont devoir avoir honte de ce qu'ils ont fait. Parce que jusqu'à présent, le silence des victimes était souvent argumenté, justifié par le fait que finalement la honte se déverserait sur la famille tout entière de ces victimes, si jamais elles osaient s'exprimer. Parce que comme vous le savez ici, il y a encore le culte de la femme qui va rester vierge jusqu'au mariage dans certaines localités, dans certains villages. Ça a une plus ou moins grande force. Donc, si une femme subit un viol durant son enfance, cela signifie que des années auparavant, on sait déjà qu'à son mariage, elle ne sera pas vierge. Donc, ça veut dire qu'au niveau de la dot, au niveau du prestige que la famille va tirer des célébrations, il y aura quelque chose qui sera amoindri. Donc, tout cela fait que beaucoup de familles encouragent les victimes à se taire et beaucoup de victimes sont découragées et préfèrent se taire. Et pourtant, même si les plaintes ne le montrent pas, mais c'est un phénomène qui a une ampleur inquiétante ici à Mayotte. Tout autour de nous, nous connaissons forcément des jeunes filles, des petites filles et des femmes qui subissent des violences sexuelles. Donc il est temps que les paroles se libèrent. Une femme est propriétaire de son corps, elle a le droit de dire quand est-ce qu'elle veut, quand est-ce qu'elle veut que l'on ait accès à son corps et quand est-ce qu'elle veut que l'on la laisse tranquille et qu'on ne touche pas à son corps, quoi. Donc voilà, c'est un grand problème. Et puis dans un premier temps, je dis chapeau, mes respects à celles qui ont eu le courage de parler publiquement. Et je dis aussi que plus ces victimes qui sortiront du silence seront nombreuses, et plus leurs bourreaux seront effrayés, et plus ceux qui y penseraient seraient dissuadés de passer à l'acte. J'en suis convaincue. A une question pour vous. Oui, on parle souvent de ces victimes, on dit souvent qu'elles ont peur aussi des représailles, elles ont peur de la violence
qu'elle pourrait recourir si, par hasard, elle porterait plainte. Qu'est-ce que vous répondez à ces femmes-là qui disent souvent « mais j'ai pas envie parce que j'ai trop peur, après, ça risque d'être pire après ». Oui, tout à fait, mais ce n'est malheureusement pas une réalité spécifique à Mayotte. Souvent, très rapidement, après que les victimes aient eu le courage de s'exprimer, il y a comme un retournement de situation. Et suite à la plainte déposée, l'on va considérer que finalement, c'est le violeur ou alors l'auteur des agressions sexuelles, des violences sexuelles, qui est la victime. Victime de cette femme qu'il a aguichée, qu'il a, entre guillemets, chauffé et qui maintenant va ruiner sa vie, va détruire sa vie. Donc c'est une réalité et c'est vrai que c'est une réalité qui est à prendre en compte. C'est pour cette raison que les victimes de viols et de violences sexuelles ont besoin du soutien de leur entourage. Et en réalité, c'est ce qui fait défaut. C'est ce qui manque. C'est ce qui manque surtout ici à Mayotte parce que beaucoup se désolidarisent et c'est souvent au sein même de la cellule familiale que l'on va reprocher à la victime d'avoir parlé. Alors comment faire? Comment faire justement pour éradiquer ça, pour améliorer ça, pour que les femmes puissent avoir le plus de courage pour pouvoir porter plainte? Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. En premier lieu, je pense qu'il y a un travail à faire, un travail d'éducation citoyenne, hein, faut le dire clairement. Il y a un travail d'éducation citoyenne à faire, il y a aussi un travail de communication à faire envers la population parce que, clairement, nous sommes sur un territoire où la polygamie est répandue. On dit aux femmes leur raison d'être est de satisfaire leur homme, de le rendre heureux. Donc même quand le mari prend une autre épouse, ce qui est en soi déjà une violence suffisante, on dit quand même aux femmes qu'il faut qu'elles soient encore plus belles que précédemment. Il faut qu'elles fassent encore plus d'efforts pour satisfaire leur époux. Donc on est dans cette société déjà où il y a un discours qui encourage la femme à être réduite en objet, qui n'est là que pour satisfaire en fait l'homme et pour le rendre heureux et pour le garder au sein du foyer parce qu'en fait il y a aussi le mythe du mariage. Il y a le mythe de ce mariage que la femme doit à tout prix comment dire respecter, honorer, tout ça. Voilà, il y a ce discours répandu selon lequel quel que soit ce que ton homme fait, il faut quand même que ton mariage perdure. Excusez-moi, il y a une expression ici qui dit que finalement vaut mieux dans une maison avoir une porte pas très sécurisée qu'une maison sans qu'une maison sans porte, donc accessible. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que ça veut dire, mais clairement vaut mieux qu'il y ait un semblant d'homme que pas d'homme du tout. Parce qu'en fait, la honte suprême pour une femme, c'est d'avoir été mariée et puis de vivre une vie de célibataire. Parce que là, c'est un vrai cauchemar. Elle est vue par toutes les autres femmes comme une potentielle rivale, puisque la polygamie fait que même quand un homme est déjà marié, il peut très bien décider d'aller prendre une deuxième, une troisième, une quatrième épouse. Et c'est ce qui se passe souvent quand un homme entend qu'une telle est divorcée. Donc, donc du coup, déjà lutter contre cette idée qu'une femme doit coûte que coûte sauver son mariage. Non, il y a des fois où clairement la situation est telle qu'il faut mettre fin au mariage. Est-ce qu'on sait plus ou moins le nombre de personnes atteintes par ce problème-là? Malheureusement, comme il y a peu de plaintes, disons que la judiciarisation des problèmes, d'une manière générale, n'est pas du tout encore une pratique répandue au sein de notre société. A fortiori, la judiciarisation d'une affaire aussi sensible que celle-là, elle est encore embryonnaire, on va dire. Donc déposer plainte, c'est un vrai problème. Parce que clairement, lorsqu'une victime va déposer plainte, c'est sa propre famille qui se retourne contre elle, mais aussi la famille de l'auteur des violences et également la société. Déjà, quand il s'agit juste d'un problème familial, d'un problème foncier, la judiciarisation est un problème, mais a fortiori lorsqu'il s'agit d'un problème d'ordre profondément intime,
ça devient problématique. Donc, est-ce que quelqu'un peut te dénoncer à sa place? Si par exemple une femme est violée, violentée, elle a peur d'aller elle-même déposer plainte à la police par représailles, est-ce qu'elle peut se confier à une association? Je ne sais pas. Dire voilà, j'ai un problème parce que je subis des séquelles, je n'ose pas porter plainte. Est-ce que l'association peut faire quelque chose pour elle, ou est-ce qu'elle doit absolument le faire elle-même? En premier lieu, il faudrait déjà encourager ces confessions. Il faudrait déjà dire aux femmes que tout ça, toutes ces réalités qu'elles subissent ne sont pas normales. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont convaincues que cette idée que l'homme est libre de leur faire subir tout ce qu'il veut, c'est normal. Les femmes à Mayotte, souvent, lorsqu'elles se marient, on leur dit clairement, soit c'est la mère, soit c'est la grand-mère qui va se charger de leur dire, voilà, un mariage, c'est 5% de bonheur et 95% de peine, clairement. Et à partir de là, il y a déjà un conditionnement. Ce que vous dites là, c'est super violent. Je sais, c'est pas Kamar qui va me contredire. Tout à fait, mais je veux dire, si, donc il y a super violent. 85% de peine. Voilà, 5% de bonheur. On va dire que c'est pendant la période des noces que la femme va goûter au bonheur. Non, mais c'est un conditionnement, c'est un vrai conditionnement. Donc déjà lutter contre ce discours-là et en répandre un autre, le mariage est aussi le lieu de l'épanouissement et du bonheur. En premier lieu. Et puis dire que la femme aussi a droit au bonheur. Alors Yasmina, il y a ces cas où on voit beaucoup de femmes qui sont aujourd'hui violentées. Mais à un moment donné, on a aussi les proches qui vont l'encourager à quitter par exemple ce bourreau, mais que le lendemain reviennent. Ils ont trouvé quelqu'un d'autre qui était plutôt attentionné, machin. Donc ces femmes-là aiment retourner avec ce bourreau-là, parce que est-ce que ça y est, c'est la condition psychologique qui fait que finalement elle n'arrive plus à se détacher de son bourreau? Non, mais en fait, vous décrivez là les situations, les cas d'emprise. Quelquefois, nous allons avoir, d'ailleurs c'est valable aussi bien pour un homme que pour une femme, quelquefois nous avons des situations très tristes dans lesquelles le partenaire, mais ça va souvent être le mari, mais pas que, quelquefois. Moi, je ne dis pas du tout qu'à chaque fois, ce sont les femmes qui sont victimes et les hommes qui sont les bourreaux. Je ne dis pas du tout ça. Mais malheureusement, les statistiques sont là pour nous prouver que dans la majeure partie des cas, lorsqu'il y a des cas d'emprise, c'est-à-dire de domination et de maîtrise complète, de maîtrise complète de l'autre, c'est l'homme qui va avoir cette emprise, cette maîtrise de la personnalité de la femme, en fait. Donc les cas d'emprise sont très complexes, très compliqués, et en réalité, l'erreur à ne pas du tout faire, c'est d'aller voir la personne sous emprise et de lui dire mais quitte-le, quitte-le, parce que cette personne elle est déjà agressée par son oppresseur. Elle est déjà agressée par son oppresseur. Donc si en plus de cela, il y a une autre agression qui va se rajouter à cela, bien sûr qu'elle va se replier sur elle-même et elle va préférer rester dans cette situation qu'elle connaît déjà, qui est quelque part sécurisante, parce qu'elle sait que voilà, il va y avoir un moment donné où ça va péter et puis les tensions vont baisser et puis finalement il y aura quand même une petite période d'accalmie avant la reprise des hostilités. Et donc l'erreur à ne pas faire, et c'est là aussi que je dis qu'il y a un vrai travail à faire, un travail d'éducation citoyenne et populaire. C'est que lorsque l'on identifie clairement une situation d'emprise, il faut juste être aux côtés de la personne sous emprise et toujours lui faire savoir que, quels que soient ses choix, on l'aime, on est là et on la soutiendra. Et cette personne-là, de toutes les façons, il y aura forcément un élément déclencheur qui va arriver dans sa vie et qui va lui ouvrir les yeux et qui va lui faire prendre conscience que là, c'est peut-être trop. Et il faudra que lorsque cet élément déclencheur va survenir, qu'elle sache que là, il y a ses proches qui la soutiennent et qu'à ce moment-là, donc, ils vont l'accompagner. Mais moi, ce que je constate dans la plupart, mais c'est des discours répandus au niveau national, parce qu'il y a un vrai travail fait en collaboration avec les professionnels et les médias. Justement, aujourd'hui, on en parlait avec Léonard Audier ici, on a vu toute cette tendance MeToo, balance ton port. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que les associations devraient faire auprès des autorités? Est-ce que faire cette campagne, balance ton port, qu'est-ce qu'il faudrait à Mayotte? Je pense que chaque territoire a son contexte. Donc ici,
Je suis convaincue que si on noyait les médias et les réseaux sociaux de professionnels, de type psychologue, psychiatre, médecin, avocat, juge, si on noyait nos médias de ces professionnels-là, qui viendraient clairement expliquer la réalité de ce fléau, alors là, ça provoquerait forcément un déclic. Vous pensez qu'elles prendraient conscience? Parce que c'est tellement ancré quelque part. Comment elles peuvent prendre conscience que c'est pas bon? Vous savez, sur ce territoire, la population est très sensible aux messages que les autorités envoient. Par exemple, dans les années 90, on a eu la campagne 1, 2, 3 basses. Je pense que vous en avez entendu parler. Jusqu'aux années 90, une femme, une vraie, était celle qui avait le maximum d'enfants possible. Et celle qui n'était qu'à moitié femme, c'est celle qui était stérile. Et puis, vraiment, parce que jusqu'aux années 90, on voyait les enfants comme une main-d'œuvre supplémentaire qui aiderait au champ. Et il y a cette campagne qui a été mise en place et qui disait aux personnes, voilà, beaucoup d'enfants, voilà, il y a d'un côté la qualité et de l'autre la quantité. La quantité n'est pas forcément synonyme de qualité. C'est pas parce que vous avez beaucoup d'enfants que forcément vous allez tous réussir. Vous allez, voilà, c'est ça. Donc le mieux, c'est peut-être d'en avoir 2 ou 3 et puis de bien les accompagner, parce que si vous n'en avez que 2 ou 3, vous allez pouvoir mieux les éduquer, mieux les encadrer. Si vous en avez trop, ça sera, excusez-moi de l'expression, parce que ça passe pas toujours, mais ça sera une usine, quoi. Donc ça sera, excusez-moi, un troupeau. Donc voilà. Et le message a été entendu. Il a été entendu. Et d'ailleurs, à ce propos, j'appelle de mes voeux une nouvelle campagne de ce type concernant pour la maîtrise de la démographie sur le territoire. Mais je suis convaincue, connaissant très bien cette société mahoraise, je reste convaincue que si les autorités mettent le paquet sur une campagne de sensibilisation des proches, mais aussi des victimes de ces situations de violence et d'emprise, comme il y en a eu en ça métropole, produira, bien sûr. Il y a eu beaucoup de campagnes, on voit des femmes battues. Tout à fait. Mais en Europe, beaucoup. Hein. Et des numéros, affiches, voilà, etc. des numéros verts, par Appeler exemple. ce téléphone. Et ici, clairement, il y a une réalité qui est là et qui porte préjudice aussi à un traitement efficace de ces questions-là. C'est que quelquefois, nous avons des femmes qui sont complètement dépendantes, au moins matériellement et financièrement, de leur bourreau. Donc, elles n'ont pas le choix quelque part. Voilà, il n'y a pas de structure. Elles n'ont pas le choix. Voilà, il n'y a pas de structure clairement identifiée où elles savent qu'elles seront prises en charge et protégées. Surtout. Parce que c'est plus la protection dont on parle. Parce qu'il me semble, m'arrêterai si je me trompe, mais il me semble que ces femmes-là, elles ont plus peur pour elles-mêmes, pour leur sécurité, de dénoncer. En disant, je préfère me taire, comme ça, moi, je ne risque pas des problèmes physiques. Elles préfèrent peut-être plus souffrir que donc, il faut bien expliquer que bah non, il faut quand même sortir de ces clivages-là, mais c'est pas évident. Hein. Pas du tout, d'autant plus que, voilà, quand on connaît bien la réalité du territoire, on sait qu'il y a quand même un langage, une façon de parler pour être comprise, parce que si on parle maladroitement, on risque de perdre l'attention de ces personnes-là aussi. Donc c'est un sujet extrêmement grave. Et je dis que quand on a été victime de violences sexuelles, de viols, on n'a pas à avoir honte. Au contraire, justement, pour rétablir ça, voilà, il faut savoir que tout être humain est digne, que cet être humain soit né femme ou homme, et il faut savoir que le corps est quelque chose de sacré, que ce soit le corps d'une femme ou le corps d'un homme. Donc, nul ne peut y accéder sans au préalable avoir demandé le consentement. Et même cette affirmation-là, je vous garantis qu'il y a beaucoup de femmes qui ne l'ont pas encore intériorisée. C'est ça. C'est cela. Alors, Yasmine Aouni, pour finir ce temps de parole, on a eu ce témoignage donc de Marie-Arme Roivilliers, on a eu ce témoignage de Clarisse, mais aujourd'hui, elles subissent des pressions. Qu'est-ce que ce matin, vous pourrez leur dire, en tout cas, à ces deux courageuses femmes qui ont osé briser ce silence? Pour finir, rapidement, un message, si vous aviez un message à leur lancer. Chère Maria, chère Clarisse, vous êtes des héroïnes. Vous êtes des pionnières, vous êtes les artisans d'une initiative très noble. Vous êtes, selon moi, les chatouilleuses des temps modernes, celles qui se battent pour que Mayotte avance. De la même manière que dans le combat des chatouilleuses, il y a eu beaucoup d'attaques et beaucoup de critiques,
vous en aurez beaucoup. Mais je vous dis ceci, vous avez raison. Votre combat est noble et vous êtes plus soutenu que critiqué. On dit qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Donc ce sont les arbres qui tombent qui font du bruit, mais que ces arbres qui tombent ne vous empêchent pas de voir toute cette forêt qui pousse, c'est-à-dire toutes ces personnes qui vous soutiennent et surtout tout cet impact que vous avez sur les victimes de violences sexuelles, de violences conjugales, qui prennent conscience que leur réalité n'est pas normale grâce à vos prises de parole. Et je vous admire profondément, mesdames. Et pour finir, une réaction d'un auditeur. Merci à vous, belle dame, d'être venue en parler. Voilà. Merci à vous également. C'est tout, et on finit en beauté. C'est tout pour ce temps de parole.